Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. 50 ans déjà, toute une jeunesse refusait de se couper les cheveux pour ne plus ressembler à ses parents. Tout un peuple adolescent se révoltait contre l'ordre établi. La vague libertaire n'a pas submergé seulement la France, Paris et son quartier latin. Elle a déferlé aussi sur Berlin, Rome, Tokyo, Mexico, San Francisco et même Prague, de l'autre côté du rideau de fer, jusqu'à ce que les chars soviétiques ne viennent sonner la fin du printemps en Tchécoslovaquie. 50 ans plus tard, quel bilan tirer? Est-il juste d'attribuer aux événements de 68 la paternité des bouleversements survenus par la suite? Les luttes féministes, les combats contre le racisme, l'émergence de l'écologie comme force politique? Ou alors, faut-il liquider une bonne fois pour toutes l'héritage de mai 68, comme l'exhortait dans un discours de campagne le futur président des Français, un certain Nicolas Sarkozy? Géopolitis reçoit le sociologue Jean-Pierre Le Goff pour un décryptage sans concession de l'héritage de mai 68. Mais tout d'abord, retour aux sources, ambiance 60s. Le temps des copains, c'est bien sûr celui des surbourgs. Mais c'est aussi le temps de l'égalité entre les sexes. Dans tous les loisirs, au ciné-club, à la maison des jeunes, sur les plages, garçons et filles se retrouvent ensemble. Cheveux longs et pantalons ne sont même plus des signes distinctifs entre les sexes. La mixité, c'est aujourd'hui un état naturel de la jeunesse. Et voici qu'en France, l'école aussi s'est mise au goût du jour. Les lycées et les collèges, ouverts ces dernières années, accueillent indistinctement garçons et filles. Environ la moitié des classes des lycées et collèges actuellement sont mixtes. Est-ce que vous trouvez ça bien? Oui. Pourquoi oui, ce cri du cœur? C'est sympathique. Les garçons sont très sympathiques. Et puis, quand on est plus grand, si on n'a jamais vu de garçon, on est un peu effrayé, tandis que là, c'est très bien. Dans les classes mixtes, on flirte pas plus que dans les classes qui ne le sont pas. Non. Non, pour vous c'est pareil. Oui, c'est même encore moins. Alors le sport sans filles. Non, pas de mixité dans le sport. Non, jamais. Pourtant, elles jouent au hand aussi, les filles, non? Oui, mais toutes seules. Toutes seules? Pourquoi elles ont peur? Vous êtes trop fort pour elles? Non, il faut mieux être prudent, quoi. C'est-à-dire? On pourrait peut-être leur faire mal, on fait un peu moto. Et les garçons n'avaient pas l'air très chauds pour faire du sport avec les filles. Je sais pas. Ils avaient peur de vous faire mal, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est parce qu'ils ont peur de se faire battre. Bonjour Jean-Pierre Le Goff. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Géopolitis, dans le studio. Vous venez de publier La France d'hier, récit d'un monde adolescent. C'est une étude égo-sociologique, on peut le dire comme ça, où vous racontez à travers votre jeunesse, l'environnement de votre jeunesse, toutes les mutations qui interviennent dans la France des années 50, 60 et qui se stratifient pour aboutir à mai 68. C'est quoi toutes ces mutations? Il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la France d'avant, la France d'hier, avec des restes du 19e siècle. Il y a le poids de la campagne, le poids des bourgs, des villages. Il y a encore le poids aussi des notables traditionnels. Puis n'oublions pas, ça j'en parle beaucoup dans mon livre, le poids du christianisme, et plus précisément de l'Église catholique. Avec un catéchisme quand on est enfant, qu'on apprend par cœur. Il y a aussi une contrainte assez forte de discipline un peu sur les corps. On vous oblige à vous tenir droit, à être correct, etc. Et puis en même temps, dans ce monde ancien qui reste, avec les restes du 19e siècle, eh bien, vous avez un bouleversement extrêmement rapide. Entre 40... Les campagnes se vident. Les campagnes vont commencer... Il va y avoir une modernisation de l'agriculture, avec un développement de la productivité qui va être formidable. Donc, les campagnes... Apparition d'une nouvelle classe ouvrière. Alors, les jeunes ouvriers qui n'ont pas les mêmes traditions que les anciens ouvriers, qui vont particulièrement travailler dans les usines des nouveaux biens de consommation avec un phénomène qui s'appelle l'organisation du travail taylorienne. Vous voyez ?
On a du mal à s'imaginer la rapidité des bouleversements. La France va devenir citadine, on va construire des grands ensembles. Les modes de vie, par exemple les supermarchés. La société des loisirs, alors, les supermarchés, les prix uniques. Oui, mais on arrive pour la première fois historiquement à une société inédite qu'on ne connaissait pas avant. Peut-être qu'il y avait l'American Way of Life qui ressemblait de l'autre côté de l'Atlantique, si vous voulez. Mais, eh bien, c'est quoi? La consommation avec quelque chose qui est très important, c'est que les nouveaux biens de consommation, le progrès a un visage très concret, si j'ose dire, dans les foyers. C'est-à-dire, vous avez des objets, frigidaire, machine à laver, télévision, et n'oublions pas la voiture. Et donc, il y a quelque chose dont on a du mal à comprendre, c'est une passion pour la modernité et pour la modernisation. Parce que, bon, et on a cette ambivalence entre les restes de l'ancien et une société en plein bouleversement. Jean-Pierre Le Goff, au printemps 68, il fait quoi? Vous n'êtes pas à Paris, hein, vous êtes dans la campagne. Non, bah, j'ai quitté la Hague, la Normandie profonde, avec le poids des campagnes du catholicisme, et vous retrouvez dans une ville qui a été reconstruite après la guerre, largement, avec une université totalement neuve, un campus à l'américaine, où vous êtes à la fois seul et vous êtes content de faire partie de ce milieu. Et quand il y a des manifestations, eh bien, il y a une espèce de défoulement par rapport à ce monde impersonnel. Vous allez devenir ultra-gauche, hein, situationniste. Ensuite, après 68-69. Bah, je fais partie de ces gens qui ne sont pas politisés en mai 68 et qui est emporté par ce mouvement. Vous êtes un peu encore adolescent quand même, donc vous trouvez ça merveilleux. Mais vous rêviez à quoi, vous, après, là, en 69 et tout ça? C'était l'idée qu'on pouvait changer la société, que ça faisait du bien. Tout d'un coup, on avait l'impression d'une société qui était entrée dans une ère nouvelle avec la publicité, la consommation. Et il y avait quand même un peu l'air du vide quand vous êtes adolescent. Qu'en est-il? Vide de sens, la consommation pour rien, la consommation pour consommer. Il n'y a plus d'épopée non plus, il n'y a plus d'aventure. Ensuite, il va y avoir un autre engagement plus tard vers le maoïsme, et qui est un peu différent, mais qui prolonge l'aventure un peu folle. Mais aller rencontrer la classe ouvrière qu'on idéalise complètement. Hein, c'est-à-dire, on pense que quand même la classe ouvrière, bon, bah, c'est une leçon de vie. À la fin, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a cru. Voilà. Mais on a été adolescent et à un moment, il y a l'épreuve du réel qui arrive. Alors, avant d'aller plus loin, on se replonge dans ces événements de mai-juin 68, où la France a été sérieusement secouée quand même, et le pouvoir du général de Gaulle a vacillé. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. Mais ce qui glace le pouvoir par-dessus tout, c'est cette foule d'ouvriers et d'étudiants qui menacent de s'unir. Si Georges Ségui, le leader de la CGT, et Daniel Cohn-Bendit parviennent à s'entendre, c'est la fin assurée du régime gaulliste. Du pouvoir capitaliste représenté par le système de Gaulle, nous nous en foutons, nous ne reconnaissons aucune décision de la police quelle qu'il soit. Les revendications ouvrières sont avant tout matérielles. Celles des étudiants touchent les structures politiques, sociales et économiques du système. C'est le grand fossé qui sépare le monde étudiant du monde ouvrier. D'un côté, des gens qui sont saturés de la société de consommation, qui aspirent à autre chose. De l'autre, des gens qui n'ont pas tout loisir d'y goûter, par manque de moyens financiers. Ça doit être dur pour vous, une grève comme celle-ci. Oui, ce que vous voulez. On est obligé. Si on le fait pas, qui c'est qui le fera pour nous? C'est pas par plaisir. Ah, on le fait pas par plaisir. On le fait, c'est pour avoir quelque chose. J'espère qu'on l'aura, et on l'aura. Vendredi 24 mai, troisième vendredi chaud. 10 millions de Français ont cessé le travail. Le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Nous sommes le 31 mai, c'est la Pentecôte, un long week-end de congé. L'essence est revenue, comme il fait beau, des centaines de milliers de Parisiens quittent la capitale pour la campagne ou la mer. C'est très particulier, hein, ce qui se passe à Paris en mai-juin 68.
Il y a le mai-juin 68 français. On va dire on n'est pas comme les autres parce qu'il y a une révolte étudiante qui est partout dans le monde, qui existe partout dans le monde. Donc vous la retrouvez avec Nanterre, à Paris et dans les facultés, mais en même temps, il y a un phénomène très particulier qui est la grève générale. Ouais. Et la grève générale, ça fait comme si le pays s'arrête. Donc vous avez un phénomène de temps suspendu. Puis vous avez révolte étudiante, grève générale, le mouvement ouvrier se met en grève, on a l'impression que c'est 36 qui revient. Et puis s'ajoute quelque chose d'autre encore, qui va être les élections législatives, c'est-à-dire une crise politique. Donc, en l'espace de moins de 8 semaines, vous avez ces 3 événements qui s'emboîtent et qui donnent une couleur très particulière à mai-juin 68 en France. Alors, on va parler de l'héritage maintenant, parce que vous êtes très critique, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, sur cet héritage de 68. En gros, vous dites on attribue plein de choses à mai 68 et on n'aurait pas à le faire. Non, le féminisme, le pacifisme... Le féminisme, on peut dire 2 mots. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas de leader femme. Vous voyez des photos, d'ailleurs, comme on dirait, c'est signifiant, n'est-ce pas? Les femmes sont portées... C'est les hommes qui portent... Dans les manifs et dans les meetings, oui. Bon, donc, et les créatrices du MLF, plus tard, vous diront qu'elles sont ultra-minoritaires et que c'est un mouvement globalement machiste. Quant à l'écologie, il faut faire attention à une lecture rétrospective. Là, on est en plein dans la dynamique des 30 Glorieuses en mai 68. En 73-74, il y a la crise du pétrole. Il y a la fin des 30 Glorieuses et il y a la naissance en France de l'écologie politique avec un candidat qui s'appelle Dumont. Vous voyez? On n'est plus déjà en 68. Et n'oublions jamais qu'en 68, on a abattu plus de 100 arbres au quartier latin pour faire des barricades. Donc, parler d'écologie, parler de féminisme, c'est relire l'événement à partir de choses qui l'ont suivi. Alors, bien sûr, il y a un lien, parce qu'il n'y aurait pas eu le féminisme sans mai 68. Elles en viennent, tout ça s'emboîte, mais aussi il y a des éléments de discontinuité. Mais vous dites comme Sarkozy, il faut liquider l'héritage de mai 68. Ça n'a aucun sens. Liquider un événement historique, on ne le liquide pas. Par contre, oui, il faut en finir avec cet héritage impossible, mais il est déjà en voie de disparition. La société est ailleurs, elle est confrontée à des défis d'une autre ampleur, qui sont le chômage de masse, qui sont l'islamisme radical avec les attentats, qui sont la crainte vis-à-vis des vagues migratoires en Europe. C'est des choses qu'il faut traiter. On n'est plus dans la bulle angélique, si vous voulez, de mai 68. Tout est possible, l'imagination, tout est possible, on peut pouvoir. Quoique, il y a des jeunes qui... Il y a une difficulté à faire son deuil d'une utopie qu'on peut comprendre par rapport à la période actuelle, mais qui, pour moi, mène à l'impasse. Et je pense qu'on n'a pas vu comment, partant de mai, il y a eu une institutionnalisation et une hégémonie de l'héritage impossible de mai 68. Là, je crois que tout ça est en train de finir, fort heureusement, mais il y a encore, surtout, je dirais, des 68ards de la 26e heure, des jeunes qui n'ont pas connu l'événement, qui ont tendance à en rajouter des kilos et qui se veulent les nouveaux moralistes en disant « Attention, touchez pas 68, ils l'ont pas connu », ils valorisent et ils deviennent vraiment des gens très sectaires. Voyez, moi, je me fais souvent attaquer en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous critiquez 68 ?» Ben oui, je veux dire, on ne va pas rester adolescent toute sa vie, quand même. Vous êtes venu à Genève à cause d'une grève, en avion, à cause d'une grève de la SNCF. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, un lien à faire entre les mouvements, grève des cheminots aujourd'hui en France, et les événements d'il y a 50 ans? Moi, je pense que la situation est totalement différente. C'est-à-dire, n'oublions jamais que mai 68, c'est dans la dynamique des 30 Glorieuses. C'est encore des idéologies qui existent. C'est encore une forme de messianisme révolutionnaire, vers le socialisme, vers une autre société, avec une utopie un peu folle, etc. C'est ce contexte-là. Là, on est dans un contexte très différent. Là, on est dans la logique de la victime. Nous sommes des victimes, nous demandons que notre souffrance soit reconnue, etc. Ça va au-delà des conflits. Mais les conflits, dans une période où il n'y a plus d'avenir, où il y a un chômage, où on ne sait pas où on va, l'important c'est d'y aller. N'importe comment, on n'a pas le choix. C'est une question de survie. Alors quand on vous a dit ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous crispez sur vos propres intérêts en disant on va défendre notre chose parce qu'on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est très différent. Merci, Jean-Pierre Le Goff. C'était un plaisir de vous recevoir à Genève. Merci. Notre invité, Jean-Pierre Le Goff, vient de publier La France d'hier, récit d'un monde adolescent. C'est édité chez Stock. Et puis son incontournable Mai 68, l'héritage impossible, édité par La Découverte. Pour les cinéphiles, un coffret de DVD, histoire de respirer encore l'air qui était rouge à Paris, Berlin, Mexico, Los Angeles ou Prague. Ça s'appelle Le cinéma de mai 68, distribué par les éditions Montparnasse. La semaine prochaine, une édition tout en chansons, décryptage géopolitique de l'Eurovision avant la grande finale de Lisbonne. Salut à tous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.